téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Vous faites bien de choisir la chaîne Au cœur de l'EFI. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque mardi soir pour votre émission Vivre ensemble. Vous le savez déjà, tous les mardis 21h, c'est le direct. Vous avez la rediffusion tous les jeudis à partir de 22h. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci à vous qui êtes connectés sur Internet à travers notre page Facebook. Merci à toute la diaspora connectée. Je suis Alice pour vous servir. Avec moi ce soir, notre tata chérie, Madame Sinka Karidia. Elle est psychologue, conseillère conjugale. Nous allons dire bonsoir à notre tata. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Tata Sinka, ça fait vieux, hein? Ah, ça fait 2 journées. Les téléspectateurs me demandent, mais Tata Sinka, elle passe quand? Elle passe quand? Ah, bon, Tata Sinka, elle passe aujourd'hui. D'accord. En tout cas, merci d'être là. Merci à Et vous. j'aime bien votre coiffure. Ça fait poulotte. Oui, en général, les femmes s'habillent comme ça pour les mariages ou des cérémonies positives. En tout cas, ça leur fait du bien. D'accord. Mais est-ce que ça représente une ethnie précise? Bon, en général, les Peuls portent, mais bon, il arrive que dans la zone des Mandeka, on porte ça pour les cérémonies de mariage. D'accord. C'est ça on appelle les mamas d'Emba, le jour des fourris, les mariages. Ça. Exact. D'accord, sauf qu'on ne voit pas les billets, quoi. Non, il y a les autres accessoires qui viennent après. D'accord. En tout cas, merci Tata Sinka, c'était un bonheur de vous avoir ce soir. Merci. Mais voilà, chers téléspectateurs, vivre ensemble, c'est toujours avec un thème. Le thème que nous avons choisi pour vous ce soir, c'est la santé mentale. Si vous êtes bien installé chez vous, eh bien, c'est parti pour l'émission. Tata Sinka, oui. Ce soir, nous allons parler de la santé mentale. Oui. Alors, vous allez nous définir, c'est quoi la santé mentale? Merci. Je pense que, avant tout propos, je vais peut-être dire que nous sommes aujourd'hui le 10 septembre. C'est la journée internationale de lutte contre le suicide. D'accord. Donc, peut-être que nous allons commencer d'abord par parler un peu des difficultés, c'est-à-dire la maladie mentale, en contradiction par rapport à ce que nous voulons développer. Donc, la maladie mentale, on peut dire que c'est un ensemble de dérèglements qui arrivent au mental et qui amènent l'être humain à être troublé dans la raison, c'est-à-dire l'incapacité de raisonner de manière logique. Donc, c'est comme un dérèglement de l'esprit. Ça peut s'exprimer, ça peut commencer par des dépressions, des addictions. En tout cas, on est mal dans sa peau quelque part. Et puis, bon, ça peut aller un peu plus loin. D'accord. Donc, pour prendre le contre-pied, nous avons décidé de développer la santé mentale. D'accord. Qui renvoie en fait au bien-être à la fois physique, mental, émotionnel et spirituel. Et sur le plan, par exemple, physique, pour être bien dans sa peau, c'est bon de faire du sport, mais c'est aussi bon de manger équilibré. Donc, les gens qui mangent des protéines, des lipides, des glucides, des sels minéraux et des vitamines ont la chance d'être dans des alimentations équilibrées. D'accord. Il y a aussi le fait que le mental aussi doit être fort. Le mental trouve sa force dans la réflexion, la pensée. Et comme vous le savez, les philosophes ont l'art de la pensée avec derrière l'ambition de vouloir être des amoureux de la sagesse. Ça veut dire que le mental va travailler vers une vertu, une valeur, un but qui peut être la sagesse. Mais c'est déjà bon d'analyser les choses, des fois sous 4 angles, les avantages, les inconvénients, les risques, les opportunités. Ça aide l'esprit effectivement à se maintenir. Il y a aussi que la pensée doit se faire par soi-même. C'est un grand combat. Réfléchir par soi-même pour trouver des solutions à l'intérieur de soi-même, c'est un grand combat. Parce qu'il y a beaucoup de gens
qui n'ont pas appris à réfléchir par eux-mêmes. Et donc, il y a d'autres personnes qui réfléchissent pour eux et souvent, subtilement, prennent commande sur leur réalité et leur vie. Donc, le mental a besoin effectivement de cette liberté de conscience. Alors, Madame Sika, vous avez dit que avoir une alimentation équilibrée et consommer assez de fruits, voilà, les glucides et tout cela, voilà, aide à avoir une bonne santé mentale. Est-ce à dire que les personnes qui en consomment et les personnes qui n'en consomment pas, on sent une différence? Bon, selon ce que les scientifiques nous disent, ils disent que le cerveau a besoin quand même de sucre pour bien fonctionner. Donc, il y a des gens, par exemple, qui, lorsqu'ils manquent de sucre, ils vont avoir des vertiges, ils vont se sentir mal dans la peau, avoir peut-être des maux de tête. Pour eux, les maux de tête, c'est normal, mais en réalité, il suffit peut-être des fois de prendre juste quelque chose, mais c'est toujours bon d'aller sur ordonnance médicale. Voilà, mais c'est des équilibres naturels qu'il faut connaître. Et puis, bon, des fois, passer le temps à mesurer si j'ai vraiment ces équilibres. Parce que c'est très important, c'est utile pour que le cerveau fonctionne bien. Et il y a aussi ce slogan qui dit qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour pour sa santé. Oui. Mais il faut reconnaître aussi que quand on veut se mettre aux fruits, aux légumes, c'est quand même de l'argent. Hein? Oui, mais parce que c'est quand on est malade qu'on sent que les fruits, quand même, c'est pas aisé. Il y en a actuellement, bon, donc il ne faut pas s'en priver. Et le moins cher, c'est le petit fruit jaune là, le melon, qui est moins cher actuellement partout dans les rues. Donc il ne faut pas s'en priver. Et il faut manger les fruits de saison. Et ça évite donc de dépenser beaucoup dans les fruits. D'accord. Je parlais toujours de la santé mentale. Je vais parler de la santé émotionnelle. Parce qu'il y a des émotions primaires et puis des émotions quelque peu supérieures. Parce que quelqu'un qui a des émotions brutes va tout de suite avoir pitié devant une situation. Il y en a même qui vont pleurer. Et puis après se rendre compte que la personne pour laquelle on avait pleuré là, c'est un criminel des fois. Donc, il ne faut pas des fois céder rapidement à des émotions primaires. Donc, pour maintenir un mental fort, il faut souvent beaucoup plus réfléchir, mesurer les choses. Je vais vous prendre un exemple. Un jour, je me suis retrouvée à une cérémonie dans une prison. Et c'était une responsable qui donnait un message à des femmes prisonnières. Et donc, la prisonnière avait pris la parole au nom de toutes les prisonnières et elle disait que la vie en prison est difficile, etc. Elles sont des femmes, mais la spécificité féminine n'est pas bien respectée. Elles ont besoin de serviettes hygiéniques, elles ont besoin des choses de femmes. Elles ont aussi besoin des fois d'allaiter leur bébé qui n'est pas prisonnier. Et donc, les femmes autour de moi se sont mises à pleurer. Et pendant que les femmes pleuraient, bon, j'ai eu l'air d'être une insensible. Mais après, j'ai demandé au protocole, je dis, mais pourquoi est-ce que les femmes se sont mises à pleurer? Moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver en prison? Et c'est là que le protocole m'a dit qu'en fait, elle a empoisonné son mari. Donc, souvent, on peut avoir pitié dans l'émotion de quelqu'un qui a une narration qu'on écoute, alors que des fois, la personne ne mérite pas forcément cette pitié, parce qu'aller jusqu'à empoisonner quelqu'un, c'est prémédité. Donc, des fois, bon, on navigue dans la vie, des fois, sans trop faire attention à ces détails importants. J'ai aussi remarqué que pour la santé mentale, pour les gens qui ont la foi et l'optimisme, en tout cas, ces personnes arrivent à se maintenir dans le bon mental. Voilà. Même si la vie est dure, ces personnes arrivent effectivement à attraper leur foi, à attraper leur Dieu, et puis à avoir des émotions, je peux dire, supérieures, telles que l'optimisme, telles que la patience, la tolérance, l'altruisme, la bienfaisance, le pardon, et même, je peux dire, l'intégrité. D'accord, ça veut dire qu'en ce moment-là, il faut avoir une foi inébranlable parce qu'il ne faut pas juste avoir la foi quand tout va bien. Et quand tout va mal, on commence à hésiter. Oui, parce que bon, quand je regarde un peu la foi,
J'ai le sentiment profond qu'il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire plusieurs escaliers pour aller vers la vraie foi. Oui. Donc, bon, les personnes qui n'ont pas bien compris en général pleurent beaucoup et souvent exigent des choses de Dieu et même affirment qu'ils vont l'avoir. En fait, ils n'ont pas la connaissance et la sagesse qui est derrière qui fait qu'on arrive à acquérir des choses. Donc, il faut un peu de réflexion, de connaissance, de recherche. Et puis, on a la chance, Papa Google est là. Il nous donne souvent beaucoup de bonnes réponses lorsqu'on lui demande. Et ensuite, il y a, après la réflexion, pousser les sagesses. Les sagesses, même si on ne les a pas, les gens ont vécu avant nous. Oui. Et il y a eu des méthodes et des codes de vie que les gens distribuent. Autant accéder dans des bons codes de vie, dans des milieux sains, pour pouvoir se maintenir aussi dans le bon moral. Donc, bien sûr, pour avoir une émotion supérieure, il faut souvent regarder un peu comment les sages vivent. Ils utilisent l'humour, l'amour, le questionnement. Des fois, ils sourient et puis ils disent « Mais pourquoi est-ce que tu veux savoir ça ?» Parce que c'est des questions délicates, peut-être qu'ils ne veulent pas répondre de manière synthétique. Parce qu'il y a certaines choses qui demandent une réponse un peu plus longue, qui aident le mental à faire des mouvements, à analyser aussi pour vous rejoindre. Donc souvent, les sages vont mettre des fois des sujets, je peux dire des délicatesses, des proverbes, pour que vous puissiez décrypter. Ça met votre esprit en mouvement. D'accord. Alors, Madame Sinka, dites-nous, est-ce qu'il y a des facteurs qui contribuent aux problèmes de santé mentale? Je prends un exemple, le désespoir, l'infidélité, voilà, que quand on a été trahi, la trahison. Est-ce que ce sont des facteurs qui participent aux problèmes de santé mentale? Oui, ce sont effectivement les problèmes de la vie, le stress et tout ce que vous avez dit qui conditionnent en fait le dérèglement de l'esprit. Donc, c'est important lorsqu'on commence déjà à avoir la tristesse, la mauvaise humeur. Souvent, ça amène des clashs dans nos relations interpersonnelles. Ou bien, quand on ne veut pas agresser les autres, on va s'agresser soi-même dans des addictions telles que la drogue, telles que l'alcool. Et cela peut créer des dépendances et la cigarette aussi. Et ces dépendances-là vont en fait faire en sorte que nous sommes en train de nous laisser mourir à petit feu sans nous rendre compte. Donc cette santé mentale-là est très importante à garder et souvent les excès aussi peuvent amener quelqu'un qui, par exemple, a un excès d'utilisation de son intellect. Si la personne n'a pas des sentiments positifs qui accompagnent, la personne devient purement cérébrale et n'a des fois pas de cœur, pas d'état d'âme. Donc souvent, ça fait un petit dérèglement et souvent, il y a des populations qui sont des fois très individualistes, qui ne sont pas vraiment sentimentaux et qui sont des fois recroquevillés exclusivement sur leur seule culture, leur tradition, leurs us et coutumes, et ne laisse pas la diversité de la vie s'exprimer. Et puis voilà, vous savez. D'accord. Madame Sinka, il y a des couples où on voit certains hommes ou certaines femmes qui ont un problème de santé mentale lié à la vie de couple. Mais nous, les personnes extérieures, nous voyons de l'amour, nous voyons de la joie, tout est parfait, mais ces personnes-là souffrent. Au niveau de la santé mentale, parce que ces personnes-là vivent des choses qui sont cachées en fait, qui sont cachées parce que nous, on ne voit pas la réalité. Dehors, tout est beau, mais on ne sait pas ce que ces personnes-là vivent à l'intérieur. Et après, on est surpris de voir que monsieur ou madame a un vrai problème de santé mentale. Oui, la personne peut avoir des problèmes, mais il faut bien comprendre que le psyché est plutôt subtil. Lorsque des informations entrent par nos 5 sens, on a le choix de les accepter ou de ne pas les accepter. Déjà, il y a un premier tamis qui peut être mis là pour que même si la personne subit des difficultés,
elle n'en tient pas compte. Je vais prendre l'exemple de l'infidélité. Dans certaines cultures africaines, lorsque vous dites à une dame, écoute, ton époux est infidèle, je l'ai vu avec une dame et tout ça, la dame va vous répondre, ah bon, il s'occupe bien de moi, il s'occupe bien de mes enfants, nous sommes heureux, on mange bien, rien. On est à l'aise. Nous, même si on voit la dame avec le monsieur, on n'a pas vu. Donc, on a fermé les yeux à nos sens, à la pénétration d'informations négatives qui peuvent amener une discordance intérieure. Donc, je n'ai pas vu. Même si j'ai vu, je n'ai pas vu. Ah, c'est pas fini. Ça ne va pas rentrer dans ma conscience et me perturber. Oui. Je vais me concentrer sur mon monsieur et puis je vais me concentrer sur mes enfants et sur mes devoirs. Donc, déjà, il ne faut pas se laisser distraire. Ça, c'est le premier élément que je peux donner. Le deuxième élément, c'est que dans le cerveau, il y a peut-être plusieurs fonctionnalités. Lorsqu'on a un vécu, qu'il soit favorable ou défavorable, ce vécu va être enregistré et mis en mémoire. Mais nous avons la bénédiction d'avoir la présence divine en nous à travers les mouvements involontaires ou encore les automatismes que Dieu a mis en nous qui garantissent le battement cardiaque, qui garantissent la digestion, qui garantissent l'équilibre des hormones, qui garantissent la température du corps, qui garantissent la tension artérielle et bien d'autres choses. Et donc, il y a des hormones qui vont être sécrétées pour vous amener à avoir la joie de vivre. Et donc, si effectivement vous faites confiance à cette présence divine en vous, vous devez travailler à ce que votre âme personnalité soit de mieux en mieux une âme vertueuse, de telle sorte que les débris de la vie, c'est-à-dire les questions difficiles, les questions sensibles, les questions qui peuvent vous incommoder, ne restent pas longtemps dans votre conscience. Comme ça, vous ne resterez pas dans des émotions de basse qualité. Mais l'exemple que vous avez pris sur les personnes qui se taisent ou qui font semblant de ne pas écouter ce qu'on vient leur raconter sur, par exemple, la vie des époux ou des épouses par rapport à l'infidélité et tout. Voilà, on se dit que, bon, pour être une bonne épouse, par exemple, on n'écoute pas. On n'écoute pas, on fait confiance en son homme et tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce petit truc qui reste coincé quelque part? Il y a cette voix qui va te dire, tu aurais dû inspecter, aller voir, mais faire semblant, comme si pourquoi nous faisons la préparation au mariage? Nous faisons la préparation au mariage pour permettre aux hommes et aux femmes d'être bien outillés face à l'objectif qu'on souhaite durable, avec des hauts et des bas, avec des pentes, avec des descentes, avec des chutes, mais toujours dans la logique de rester unis vers l'objectif. Vous verrez, beaucoup vous diront que l'amour, ce n'est pas se regarder pour dire « j'ai vu ça, j'ai vu ça hein, j'ai vu ça dans ton œil, ton doigt dans mon œil, c'est pas beau ». Par contre, s'asseoir et regarder dans la même direction, en termes de préparation au mariage, aide à comprendre que les épreuves dont vous venez de parler peuvent jalonner la relation, mais ça ne nous empêche pas d'atteindre notre objectif. Donc, il y a une endurance à développer. Et actuellement, on parle de résilience. Il y a l'art d'être, je peux dire, quelqu'un de persévérant. Ça s'apprend. Et l'art d'être altruiste. Parce qu'une personne qui a compris que tout ce que nous faisons, c'est pour faire le bien et servir l'humanité, sera profondément humaniste et sera bien préparé face aux difficultés et aura des outils prêts à donc aller agir pour aider, pour venir en aide, etc. Vous verrez beaucoup de polygames, par exemple, qui ont une base, une épouse suffisamment bienveillante pour tenir compte du bonheur et des changements du monsieur, en restant focalisé sur la réalité féminine, celle
qui est la plus endurante, arrive au final après les concurrences. Donc, c'est tellement important de se retrouver vers la fin de la vie avec un homme avec qui on a beaucoup d'histoires à raconter et des fois beaucoup de péripéties qui ont jalonné la chose. Et puis, vous en riez. Parce qu'à un âge, vous verrez que ce sont vos souvenirs, vos histoires drôles, les situations discordantes, mais qui deviennent en fait des souvenirs pour vous, les forces que vous avez pu développer pour surmonter ces épreuves-là, qui deviennent maintenant la causette pour vous, vos enfants et vos petits-enfants. Mais avant d'atteindre ces étapes-là, pour l'exemple de la polygamie, est-ce que c'est facile d'avoir une bonne santé mentale quand on est 4 femmes, voire même 5 on se pose trop de questions. Est-ce que je suis aimée de la même manière qu'on aime la première, la deuxième voilà. Est-ce que mon mari ne se cache pas pour faire des cadeaux à l'autre? Est-ce que à la fin, est-ce qu'on peut avoir une bonne santé mentale dans ces situations? Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas bon de se laisser distraire par les 5 sens. Il faut rester focalisé sur le but qu'on vise, une vie durable avec un monsieur qui a besoin de nous. Et dans la polygamie, comme vous le savez, chaque épouse et ses enfants forment en fait un foyer. Il y a plusieurs foyers où il y a toujours du feu, de l'amour qui s'allume et le monsieur peut-être fait la navette ou bien les femmes font la navette chez le monsieur dans sa chambre conjugale. Toujours est-il qu'il n'a pas 2 ou 3 femmes dans la même nuit. Donc, les épouses, par exemple, qui sont indisponibles des fois à cause des périodes, peuvent dire, bon, écoute, remplace-moi. Oui, et puis l'avantage, c'est que les enfants apprennent déjà à vivre en communauté. Maintenant, ça demande une grande dextérité chez l'homme. L'homme peut être, peut-être, n'est pas bien formé, sinon, en général, les anciens papas, dans la vie traditionnelle, étaient toujours les garants de la vie publique, la vie communautaire, avec des familles de 40 à 50 personnes qui apprennent à vivre ensemble et qui apprennent aussi sur la base, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit de proverbes, soit de contes. En ce moment, les gens réfléchissent vraiment. Les proverbes peuvent être jetés comme ça dans la journée, mais le soir, les contes peuvent permettre de décrypter non seulement les proverbes, mais de développer la vertu en termes de comportement idéal à développer. Mais les mamans vont continuer la sensibilisation aux côtés des enfants pour que chacun porte la vertu avec le temps. D'accord. Et vu que nous sommes en train de parler du foyer, alors Madame Sinka, comment obtenir le bien-être émotionnel dans son foyer, voilà, pour avoir une bonne santé mentale? Oui. Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me rappeler cela, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire? Et il y a quelque chose qu'on ajoute là, voilà, pour avoir un foyer équilibré. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? C'est ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. D'accord. Maintenant, dans la tradition africaine, ces 3 vertus sont développées dans la journée et le soir. Les gens ont l'impression que les Africains, les femmes sont torturées, elles ont des difficultés. Non, les femmes ne sont pas torturées avec des difficultés. Les femmes participent à la vie sociale parce que la nuit porte conseil, les femmes portent beaucoup conseil. Et s'il y a des soucis, les hommes n'ont même pas peur de venir demander les avis des différentes épouses pour avoir un point de vue global de la réalité et même des fois de trouver des réponses à travers leur sagesse distillée discrètement et des fois même secrètement dans la nuit parce que le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Donc toutes ces valeurs africaines peut-être peuvent aider à compenser les difficultés de la journée et si on est bien préparé, inconsciemment, ces vertus s'appliquent naturellement à nous. D'accord. Mais par exemple, pour un téléspectateur qui vous pose la question ce soir, à savoir, Madame Sinka, moi en tant qu'époux, comment je peux participer au bien-être émotionnel de mon épouse et ou encore au bien-être émotionnel de mes enfants, voilà, pour leur bonne santé mentale.
Comment on peut participer? On peut participer déjà parce que les femmes en général sont très émotives et faciles à faire pleurer. Donc, on peut montrer aux femmes, les rassurer qu'on les aime, les rassurer que dans le partenariat, elles ont leur place et qu'elles ont un rôle à jouer. Parce que cela va sans dire que cette personne qui va poser cette question n'a pas eu la préparation au mariage pour connaître sa place et jouer son rôle. Et aussi, en ce moment, on vient en appoint pour lui donner les outils et les armes nécessaires. Vous savez qu'il y a beaucoup de solutions. Les solutions qui peuvent nous aider, par exemple, à pouvoir faire face aux questions mentales et tout. Oui. La musique, par exemple, fait partie. La musique, hein? Oui, la musique. La musique douce ou bruyante? La musique douce, la musique de méditation et puis aussi la vocothérapie. Parce qu'il y a des sons qui créent l'harmonie et ceux qui savent l'utilisent. Il y a le yoga avec l'art des postures, mais aussi l'art des techniques de méditation. En général, le yoga ne va pas sans les arts de la respiration. Et tout cela s'apprend. L'air fait partie des 4 éléments qui constituent l'organisme. Donc, c'est important de bien respirer. Il y a les cours de développement personnel qui aident les uns et les autres à être bien dans leur peau. Il y a la compréhension de l'utile de l'intellect, mais aussi l'intellect tout seul, ça ne suffit pas. Il faut le cœur aimant. Donc, il y a beaucoup d'astuces et de solutions qu'on peut développer. Maintenant, sur le plan spirituel, les gens savent, et ceux qui savent utilisent l'intuition, parce qu'ils l'ont développée. Ceux qui savent aussi utilisent la télépathie, la transmission de pensée, parce qu'ils l'ont développée. Ça évite les clashs, les bagarres, etc. Voilà. Donc, il y a, en psychologie, il y a le psychodrame, c'est-à-dire une pièce de théâtre dramatique qui nous amène à réfléchir, et la mise en scène va nous permettre donc de rentrer émotionnellement dans le jeu, et on nous conduit vers le comportement idéal auquel on doit s'identifier. Donc tout cela peut aider une personne qui se pose ces questions. D'accord. Mais Madame Sinka, est-ce que le manque d'estime de soi peut participer à la dégradation de la santé mentale? Oui. En réalité, l'estime de soi est essentielle et il faut stimuler ça par la créativité mentale. D'accord. Comme je l'ai dit, il y a le vécu, il y a la présence divine en nous à travers tout ce qui est involontaire et programmé par Dieu. Mais il y a la créativité qui nous permet de créer pour être conforme au plan de Dieu. Donc, on peut effectivement s'inspirer des équilibres qui sont en nous et les maintenir au top à travers notre bonne volonté. Donc, les personnes qui ont mal à la volonté peuvent naturellement tomber dans les problèmes de santé mentale. Mais dès qu'ils se ressaisissent, qu'ils se mettent en retrait, qu'ils réfléchissent, qu'ils respirent, qu'ils boivent un verre d'eau et qu'ils se disent « je vais réfléchir avant de réagir ». En ce moment, ils se donnent le temps, ils se donnent le courage de préparer des outils psychologiques intérieurs pour s'apaiser. Aujourd'hui, le bonheur de quelqu'un qui est à vélo et qui porte ses écouteurs, qui écoute la bonne musique savoureuse, c'est le même bonheur que celui qui est en voiture et qui écoute sa musique dans sa voiture. L'essentiel, ce n'est pas l'instrument qu'on a, non, c'est l'état mental et émotionnel purement de l'âme qui importe dans ce cas. Donc, il va falloir faire la part des choses et ne pas voir en la santé mentale quelque chose d'extérieur à notre propre naturel d'être vivant et en bonne santé. D'accord. Madame Sinka, ici on parlait de la joie de vivre. Oui. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont plus cette joie de vivre. Ça veut dire que tout est mort, on ne ressent plus rien, on n'a plus de sentiments, on est tout le temps enfermé, on ne veut plus sortir. Et même quand on est invité, on trouve toujours le moyen de décliner les invitations parce qu'on préfère rester à la maison, c'est la télé, voilà. Et
est-ce que ce manque de joie de vivre aussi peut dégrader la santé mentale? Oui, vous savez, il y a des gens qui se laissent mourir simplement. C'est un suicide lent. Mais en réalité, pour peu que vous soyez proche d'eux, il faut les faire bouger un peu. Pour peu que vous ayez le sentiment que les gens en ont besoin. Par exemple, il y a une dame qui m'a dit, moi, je vais organiser les femmes du marché. On va faire l'aérobic. Parce que je sens que si on met la musique et puis les vieilles la dansent là, ça va leur donner longue vie. Bon, déjà, c'est une très belle idée. Oui. Mais en même temps, parce que comme je l'ai dit, le physique aussi doit participer. Et donc, quand on se bouge un peu, ça fait du bien. Et il n'y a pas d'âge pour travailler, hein. Vous savez que quand on est à la retraite, on est beaucoup plus relax et on est beaucoup plus créatif. Les retraités se lèvent souvent tôt le matin, arrosent leur jardin, soignent leurs jolies roses, leurs fleurs, etc. Il y en a qui balaient, qui nettoient devant leur porte, il y en a qui font des petits travaux, il y en a qui font du sport 1 ou 2 fois par semaine. C'est toujours intéressant et de bouger. D'accord. Nous allons ouvrir le téléphone pour les téléspectateurs qui aimeraient participer à l'émission. D'accord. Et on va revenir pour la suite. Chers téléspectateurs, si vous voulez participer à l'émission, vous avez des questions à poser par rapport au thème. Vous composez le 25 37 62 90. 25 37 62 90 pour participer à l'émission. Alors, Madame Sinka, on était sur la joie de vivre. La joie Souvent, de vivre. il faut peu pour créer cette joie de vivre. Oui. On peut créer la joie de vivre en famille, dans le quartier, avec souvent même peu de moyens. On fait plaisir aux enfants, voilà, aux vieilles personnes. Ah oui. Voilà. Parce que il faut créer la joie de vivre en fait pour pouvoir aussi en recevoir. Oui. Parce qu'en réalité, c'est un outil, c'est un instrument très utile. Et je vais peut-être faire un petit hommage à tous les artistes. Parce que tous les artistes ont le devoir de créer des belles images, des bons sons. Oui. Et pour créer un avenir heureux pour un pays, quand vous regardez ce que les artistes créent, vous pouvez savoir si on est dans l'élan d'aller vers ce qui est utile pour nous. Donc, les artistes n'ont qu'à créer de belles chansons entraînantes, des poésies qui font qu'on est heureux de vivre, des slams qui font que l'humanité va de l'avant, de créer des films, pas sur les détresses que nous vivons, mais sur l'avenir heureux que nous envisageons, notre vision, nos désirs, nos souhaits, nos vœux. C'est beaucoup plus éloquent, à mon avis, que de créer des films tristes, des films de bagarre, des films avec des armes, avec des guerres, etc. Ça ressasse en fait la souffrance sans que psychologiquement on se rende compte, parce que inconsciemment, quand on regarde ces images, des enfants peuvent s'identifier et puis bon, manifester ça plus tard. D'accord. Mais Madame Sinka, de nos jours, nous vivons trop de stress, tellement qu'il y a le stress, on n'arrive plus à dormir et on est obligé même de prendre des tisanes le soir, voilà, les verveines et autres là, pour pouvoir avoir le sommeil. Et on se retrouve à se réveiller à 3 heures du matin, 2 heures du matin, on n'a plus sommeil. Et on se pose trop de questions sur la vie et tout. Alors, qu'est-ce qui cause tout ce stress? Je sais qu'il y a la galère, mais en tant que psychologue, qu'est-ce que vous avez à nous proposer pour qu'on arrive à déstresser quand même, pour pouvoir avoir cette santé mentale-là et surtout avoir une longévité? Oui, parce que le support du mental, c'est bien sûr le cerveau, mais le cerveau, grâce au lien des nerfs là, va déboucher sur l'ensemble de l'organisme. Et quand on regarde attentivement comment le cerveau fonctionne, on va se rendre compte que les équilibres vont être naturels si nous soutenons cela. Par exemple, je peux proposer déjà qu'on barre la route à tout sentiment négatif. Quand le sentiment est négatif, prenez du recul, respirez, essayez de réfléchir à fond, allez faire des recherches pour mieux comprendre le phénomène qui vous arrive. À ce moment-là, vous serez déjà à 50% de réponse. Au moins, vous savez ce qui vous arrive. Oui. Et maintenant, vous pouvez vous traiter par la réflexion poussée
vous pouvez vous traiter par la mémorisation des vertus. Donc, à ce moment, ça ne restera plus dans le mental, mais ça descendra dans le cœur. Et bien sûr, vous ferez un tamis pour que du positif descende dans votre cœur. À ce moment-là, il faut prendre l'habitude de s'intérioriser. Et beaucoup de gens de nos jours ne s'intériorisent pas. Beaucoup de gens, bon, n'ont pas beaucoup de temps pour méditer, pour réfléchir, alors que déjà au lycée en seconde, première, terminale, on apprend à réfléchir 2 heures après, 3 heures après, 4 heures de temps en terminale. Et on ne maintient pas le cap de cette réflexion poussée avec tous ces thèmes comme la passion, comme l'amour, des thèmes comme la pitié, la vie sociale, la communauté, le pouvoir, la gestion, la gouvernance. On réfléchit à tout ça avant et puis après, on ne cherche pas les sagesses qu'il y a derrière et les développer. Mais est-ce possible de voir aujourd'hui des gens qui n'ont aucun problème de stress? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne stressent jamais? Je suis dans certains groupes où les gens ne stressent pas. Oui. Où dès que les gens ont un souci, ils disent, bon, la nuit porte conseil, on va réfléchir et puis demain on verra. Et ils vont véritablement réfléchir, ils vont méditer, ils vont prier. Ils vont confier à Dieu avant de dormir. Et souvent, ils sont bien inspirés le matin ou les jours qui viennent pour pouvoir faire face à la difficulté. Mais dès que vous paniquez, vous créez des discordances intérieures, dès que vous avez peur, c'est compliqué. Dans beaucoup de milieux spirituels, les premières initiations, c'est de casser la peur. Nous allons prendre un téléspectateur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va, et chez vous? Oui, ça va bien, merci. Oui, c'est concernant la santé mentale. Ah oui? Bon, je ne sais pas, c'est concernant dans un couple ou bien... Posez votre question. Ça peut être dans le couple, ça peut être au service, ça peut être en famille, voilà. OK. Mais dans un couple, oui. S'il y a un problème de santé mentale, oui. et que ça demande des examens, oui. et les deux doivent faire les examens ou bien de l'intéressé. D'accord. Si par exemple dans le couple, si monsieur a un problème de santé mentale ou c'est madame qui a un problème de santé mentale, est-ce que les deux doivent consulter en même temps? C'est ce que vous voulez savoir? Voilà, si les deux doivent faire des examens ou bien c'est l'intéressé seulement. C'est l'intéressé seulement, d'accord. Il n'y a pas de souci. Madame Sika va répondre. Merci bien. Voilà. Merci à cette auditrice téléspectatrice. Je pense que dans un couple, il y a toujours un homme et une femme. Les problèmes, justement, peuvent arriver et tout dépend de la sensibilité des uns et des autres. Il y en a qui sont stoïques devant tout problème qui arrive et qui prennent tout leur temps pour réfléchir et résoudre ensemble. Il y en a qui sont tellement sensibles qu'ils sont en même temps dans une logique d'être pressés d'avoir des résultats et de vouloir forcer la main de Dieu ou forcer la main de l'autre de leur donner telle chose, sinon ils ne sont pas bien dans leur peau. En réalité, la personne doit venir pour qu'on fasse un diagnostic de la personnalité, qu'on regarde effectivement s'il y a des points favorables à l'évolution psychologique de la personne et bien sûr donner des conseils appropriés. Dans les cas que j'ai eu à conduire, il arrive que une personne soit bien développée sur le plan donc du développement personnel, psychologiquement apte, autonome, tandis que l'autre là n'est pas encore suffisamment développé. Donc, il m'arrive de demander, mais comment tu as fait pour atteindre ce niveau de santé mentale, de paix intérieure, de force intérieure, de bonheur intérieur, sans partager avec l'autre? Bon, voilà, elle est impatiente. Souvent, elle n'écoute pas. Souvent, elle n'est pas stable. Alors qu'on a besoin d'un minimum de paix
de s'écouter pour pouvoir transférer aussi pédagogiquement une connaissance qu'on a. Donc, souvent, dans l'ancien temps, les couples s'entraidaient beaucoup. Vous pouvez voir, par exemple, des gens qui sont au lycée et qui s'entraident pour avoir le BPC, qui s'entraident pour avoir le bac, mais qui sont déjà des couples. Quand l'habitude de l'entraide commence, mais ça peut continuer jusque dans le mariage. Et c'est juste des habitudes d'entraide et d'encouragement qui devraient exister. Donc, en général, nous conseillons, maintenant, si c'est la psychopathologie, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade mental ou qui commence à avoir des comportements discordants, purement pathologiques, à ce moment-là, il faut aller voir le spécialiste en psychologie pathologique ou aller voir le psychiatre et pour pouvoir avoir des réponses beaucoup plus adaptées. Sinon, moi, je suis spécialiste en psychologie sociale, du travail et des organisations. Et c'est les problèmes ponctuels de la vie, le stress, les petites dépressions, les moments difficiles, qu'on aide à accompagner quelques traumatismes suite, par exemple, des suites de situations très difficiles qu'on a vécues. Voilà. D'accord, c'est bien noté, Madame Sinka. Alors, on dit aussi que la précarité du travail ou encore le chômage influe sur le bien-être psychique. Alors, Madame Sinka, est-ce pour ça que l'on voit des jeunes aujourd'hui diplômés qui s'adonnent aux stupéfiants? Je dois dire oui, puisque dans un pays, on devrait pouvoir avoir beaucoup... D'accord, je ne vous coupe pas, on va prendre un téléspectateur. D'accord, allô? Ok. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça peut participer à l'émission. Allez-y, on vous écoute. Je voudrais toujours demander à madame, oui, est-ce que l'âge est un facteur de domination de nos semblables? L'âge est un facteur de domination mentale. De domination mentale. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Et voilà, Madame Sika, une autre question. Est-ce que l'âge est un facteur de domination mentale? Bon, alors, je vais peut-être aller sur la première question rapidement. Ah oui. En ce qui concerne le chômage et les stupéfiants, normalement, un pays doit pouvoir avoir une vision claire de qu'est-ce qu'on fait des jeunes. À mon avis, les jeunes doivent pouvoir rapidement s'attraper un boulot, ne pas attendre le boulot dans lequel je me suis formée, mais commencer déjà quelque part pour avoir l'expérience et ensuite évoluer vers peut-être son idéal. Parce que l'énergie de la jeunesse est très forte et c'est bon de récupérer cette énergie-là pour booster en fait les différents centres d'intérêt qu'offrent les entrepreneurs ou bien les services publics. Deuxièmement, en ce qui concerne leur propre vision, s'ils se donnent effectivement à des stupéfiants, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vision intérieure. Ils n'ont pas reçu une instruction divine sur les missions et attributions dans lesquelles ils sont épanouis tous les jours de le faire sans effort. Donc, chacun doit réfléchir à sa personnalité profonde pour choisir un métier qui va avec sa joie de vivre. D'accord. Donc ça, c'est très important. Maintenant, en ce qui concerne l'âge, le papa demande si effectivement l'âge est un facteur de domination mentale. On a l'habitude de voir beaucoup de papas, des fois, qui ont le sentiment qu'ils ont beaucoup d'expérience et qu'ils ont beaucoup à donner à l'humanité actuelle qui évolue. Mais quand on analyse calmement, parce que j'ai eu quand même affaire à des papas d'un certain âge, dont l'âge me dépasse plusieurs fois d'ailleurs, autour de 75 ans, 76 ans, on a le sentiment que ces personnes-là ont envie de donner le maximum avant de partir et qu'ils sont pressés de le faire. Et souvent, dans leur interaction humaine, ils ont envie de dominer. Mais en réalité, ça veut dire que dans leur travail, quand ils étaient au service, peut-être qu'ils étaient de très grands responsables qui dominaient, qui prenaient de grandes décisions ou alors qui ordonnaient des choses pour que cela soit accompli. Donc, ils ont pris l'habitude de vouloir
commander. Alors que, bon, quand on n'est plus en fonction, il faut développer une certaine humilité, développer un art de vivre. Et souvent, il suffit de travailler pour la nature. Ça crée une certaine patience, hein, parce que les plantes ne vont pas grandir rapidement, ne vont pas donner des fleurs et des fruits rapidement. Et on a le temps de contempler l'évolution de la nature, de respirer l'air pur, mais aussi de méditer sur des choses qu'on aimerait faire. C'est pourquoi il est bon, en psychologie, qu'on ait un plan de vie. D'accord. Alors, Madame Sinka, bientôt la rentrée scolaire pour nos bouts de choux. Voilà, il y a des enfants même qui ont déjà commencé. Alors, pour cette rentrée scolaire, comment travailler sur la santé mentale de nos enfants afin que ces enfants-là soient bien posés sur le plan psychologique pour pouvoir affronter voilà, les épreuves et tout, pour pouvoir être parmi les meilleurs à l'école. Parce qu'un enfant aussi qui a une bonne santé mentale se donne bien à l'école et nous ramène de bonnes notes, et ce qui fait plaisir aux parents. Oui, en fait, les parents doivent être bien préparés à paramétrer mentalement et émotionnellement leurs enfants. Je vais peut-être tirer un peu quelques idées du guide de bonne conduite à l'endroit des parents, des enfants et des enseignants que j'ai écrit, qui n'est pas encore publié, qui demande donc certainement des gens, des sponsors qui veulent bien publier ce guide. En fait, dès le réveil du matin, l'enfant doit prendre soin de son corps. Et le parent doit lui dire, dès que tu te lèves du lit, tu dois dire « Merci mon Dieu, une belle journée devant moi ». Il faut paramétrer les enfants dans ça. Ensuite, va te brosser et lave-toi parce que ton corps a besoin de ton plus grand soin. Il faut le leur dire. Ensuite, quel que soit ce que tes parents te donnent, dis merci et demande leur bénédiction pour la journée. Quand tu vas à l'école, c'est très simple. Tu n'es pas parti à l'école pour tes amis, pour jouer. Tu es parti à l'école pour suivre ce que l'enseignant ou les enseignants vont te donner, les adultes. Écoute-les et mets en pratique. Et très tôt, il faut paramétrer un enfant à écouter, à apprendre à se taire, à observer les règles et à y obéir, que ce soit en famille ou à l'école. Ensuite, maintenant, il faut lui dire, dis à tes amis, on va étudier. À la récréation, on va jouer. Ça c'est mieux. Étudions, on est venu là, c'est pour apprendre. Donc, les plus alertes sur ces questions vont être les guides opérationnels de leurs camarades. Et si les parents ont le réflexe de leur dire ça assez souvent, en général, le mental enregistre et ça reste dans le cœur et on met en pratique. Et surtout que leur fichier mental n'est pas encore surmené. Donc, c'est bon de leur mettre de très bonnes choses, des phrases positives, des actions. Fais ça, fais ça, fais ça, tu verras que ça ira. Par exemple, un enfant qui prend l'habitude d'étudier toutes les leçons qu'il a pu écrire le même jour, prend l'habitude d'avoir double mémoire de la même chose aujourd'hui. Et demain, s'il relit la même chose, ne serait-ce qu'une simple lecture, ça consolide la mémoire passée qu'on avait intériorisée le jour où on a fait la leçon et le lendemain où on l'a relue. Et aujourd'hui, ça consolide encore cette mémoire-là. Donc, c'est important, en fait, la répétition. La répétition est pédagogique et nous allons le rappeler pour les parents, pour bien paramétrer les enfants, pour les enseignants, pour leur permettre d'évoluer vers des réussites, des succès, à travers toujours les 5 sens où l'information vient. J'espère que les parents qui nous suivent ce soir ont bien noté. Je vais attirer l'attention des parents. Parce que souvent, un enfant tout petit, on lui dit, il faut réfléchir là. Toi, n'amenez pas votre enfant à trop réfléchir. D'abord, donnez-lui des instructions précises. Et donnez-lui l'occasion de réfléchir et de revenir demain ou après-demain pour donner une réponse. Si vous voulez qu'il soit immédiatement parfait, ça c'est souvent le défaut des jeunes parents, c'est-à-dire les premiers enfants. Souvent sont très stressés parce que les parents n'ont pas encore eu l'expérience ni la pédagogie voulue. Mais souvent avec le temps, vers les derniers enfants là, cette mise au point se fait et les parents deviennent efficaces
pour mieux paramétrer les enfants. Parce que l'intelligence n'est pas seulement cérébrale, elle est aussi émotionnelle, elle est aussi relationnelle, elle est aussi spirituelle. D'accord. Alors, Madame Sika, on va aussi parler des travailleurs. Les travailleurs ont besoin d'une bonne santé mentale pour une bonne production intellectuelle. Alors, qu'est-ce que les supérieurs hiérarchiques peuvent faire voilà, pour la bonne santé mentale des travailleurs afin qu'ils se donnent bien pour les entreprises, voilà, pour les différents services? Oui, moi je vais peut-être rappeler un peu le travail, ce que c'est. Le travail là, c'est une production mentale, physique, intellectuelle, un effort qu'on fournit pour un objectif, rémunération, l'argent. Mais en réalité, tout n'est pas argent dans tout travail qu'on fait. Il y a les relations, il y a l'expérience qu'on acquiert, il y a l'art de le faire bien qu'on acquiert à travers l'observation et la mise en pratique. Et il y a le fait que les personnes consciencieuses, sur le plan du travail, en général, excellent. Et cette conscience-là, à valeur égale, quand vous prenez les ressources humaines dans une entreprise, c'est cette conscience professionnelle qui amène les meilleurs à être dans le professionnalisme. Et c'est pourquoi, quand ils sont dans le professionnalisme, les patrons aiment bien travailler avec ces gens-là. Donc, à valeur égale, c'est les vertus, c'est les valeurs, c'est le travail bien fait qui permet d'avoir maintenant des ressources. Et avec ça, on augmente justement l'avoir. Maintenant, les GRH prévoient souvent, dans leur démarche d'accompagnement, d'avoir un médecin de l'entreprise, d'avoir un psychologue de l'entreprise, d'avoir aussi des fois certaines structures qui font du social comme les sortes d'assurances. Qui prennent en charge justement ces personnes-là pour que ces personnes soient rapidement au point pour être efficaces, pour accompagner l'entreprise. D'accord. Alors, Mme Sika, nous sommes dans le temps. Il est l'heure. Et voilà, donc rapidement, un petit mot à l'endroit des téléspectateurs. Et on va mettre fin à l'émission. D'accord, OK. En tout cas, nous avons développé ce thème dans le but de permettre à tout le monde d'avoir la bonne volonté, de se maintenir dans le bon moral. Je demande aux uns et aux autres d'avoir de belles pensées, de beaux sentiments et d'avoir un cœur aimant et aussi de poser des bonnes actions au quotidien. Et souvent, je dis aux petits-enfants, compte les bonnes actions que tu as réalisées toute la journée. Tu verras que tu es en train d'être un garçon merveilleux, une fillette merveilleuse, parce que tu as 10, 15 bonnes actions par jour. D'accord. Donc, je demande aux gens de bien vouloir se concentrer sur leurs objectifs et d'éviter les excès, voilà, les excitants et des fois tout ce qui est négativité. D'accord. C'est bien noté, Madame Sika. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Mais voilà, chers téléspectateurs, on va s'arrêter là pour vivre ensemble. Rendez-vous est pris pour mardi prochain, Inch'Allah, avec un autre thème. Alors, si vous avez besoin de Madame Sika pour plus de conseils, vous pouvez composer le 70 25 86 93 70 25 86 93. C'est le numéro de Madame Sika. Sur ce, bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Au revoir et à mardi prochain.